Alors, bienvenue à tous. Je crois qu'il y a pas mal. J'ai vu quelques noms de personnes que je reconnaissais qui sont déjà venues au Meetup Beyond Scrum Mastering, mais je crois qu'il y a des nouveaux aussi. Beyond Scrum Mastering, c'est un Meetup qui existe depuis maintenant 1 an et demi que j'ai créé avec Bastien Naudet. Et l'idée derrière ça, c'était, voilà, Agile est devenu très à la mode, et notamment Scrum, et donc on a beaucoup d'équipes qui se lancent et de gens qui deviennent Scrum Master ou qui accompagnent des équipes dans leur chemin agile. Sauf que voilà, il y a des formations sur la méthode Scrum. Scrum Master, c'est 2 jours de formation la plupart du temps. Sauf qu'une fois qu'on se retrouve sur le terrain, On c'est peut pas être un maître en 2 jours. c'est ça, c'est pas D'accord. du tout la même chose. Il y a plein de questions qu'on se pose dont les réponses ne sont pas dans le Scrum Guide du tout. Donc, c'était aussi l'idée de créer une communauté pour parler de tout ça, comment on accompagne ces équipes, comment ça marche sur le terrain, quelles soft skills, quelles compétences. Voilà, donc on a commencé avec les meet-up en présentiel et depuis le Covid, là, on essaye de faire des meet-up en ligne. Et, euh, et j'avais dans l'idée depuis un moment, en fait, j'avais envie qu'il y ait un meet-up sur Extreme Programming, ce que je disais à Thomas tout à l'heure. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des pratiques tech qui sont dedans, mais des fois, les techs savent même pas que ça vient d'Extreme Programming. Et finalement, on parle très très peu des principes qu'il y a dedans, de comment travailler autour. Voilà, et je trouve que c'est un pilier important aussi. Et ce que je dis, il y a des signataires importants du Manifeste Agile qui viennent de ce mouvement-là. Ça vient pas mal de là, donc j'avais envie d'en parler. Et quand j'ai demandé à mon collègue Yannick à qui je pouvais demander ça, qui avait une expérience d'XP, il m'a dit demande à Thomas Pierrin. Donc merci beaucoup Thomas d'avoir accepté Merci à cette toi. invitation ce soir. Et je te laisse la parole du coup pour démarrer. Ok, merci Fleur. Encore merci pour l'invitation. Je vais lancer juste le partage d'écran. Euh, 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 Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu vois les slides ou pas? Oui, ça fonctionne bien. Tu vois le slide et tu vois ma tête? Oui. Ok. Alors, je fais juste un dernier truc. Voilà. Super. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler d'une méthode de développement logiciel qui a changé ma vie. Une façon de travailler qui, en général, a marqué toutes celles et ceux qui ont vraiment essayé. Moi, ça fait des années que je fais des talks et sur différents sujets. Je m'étais jamais attaqué à celui-ci parce que j'avais pas l'impression de pouvoir ajouter quelque chose de nouveau. C'est pas tout neuf hein, comme sujet, on disait tout à l'heure avec Fleur, et j'avais l'impression de ne pas avoir assez de relief ni de singularité dans mon propos pour être pertinent sur le sujet, pour être utile, quoi. Donc pour moi, c'était un peu comme si j'allais faire un talk sur le RERA que je prends tous les matins, enfin que je prenais tous les matins. C'est pas hyper ouf, quoi. Et puis, en fait, c'est tout récemment, en retravaillant dans un contexte qui se voyait agile, que je me suis fait la réflexion de ce qui manquait chez nous dans ce contexte, par rapport à la force qu'on pouvait retrouver dans une équipe XP. Ça m'a fait un peu cogiter du coup, et je pense que j'ai quelque chose avec un peu de relief à vous livrer finalement pour ce soir. Mais bon, enfin, on verra ça en temps voulu au cours de la présentation. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Pierrin. Ça fait plus de 20 ans que je fais du soft. Je suis extrême programmeur, architecte, consultant, formateur, manager, grand frère, bref. En ce moment, je passe 70% de mes semaines actuellement à coder, à mober, du mode programming, à animer une équipe API de 6 personnes dans un grand groupe hôtelier. Et les 30% restants à faire du consulting et à accompagner mes clients sur des sujets comme le domaine driven design, dont je suis également co-organisateur du meet-up français DDDFR. J'ai co-créé une société de conseil avec mon ami associé Bruno Boucard, qui est dans le public, et avec qui j'ai fait mon premier projet XP à l'époque, en 2005. Donc la société s'appelle 42 Skills. Bref. Bon, alors c'est vrai qu'avant l'avènement de l'agilité, il y a eu des tentatives pour lutter contre les dangers du cycle en V hein, et de son effet tunnel sur les projets informatiques. Alors il y avait un truc qui s'appelait Unified Process pour les plus vieux, UP, UEP, Unified Process. Alors c'était un peu mieux que le cycle en V, hein, avec ses UP, il avait des itérations, il y avait du feedback plus tôt, etc. Du coup, mais c'était quand même hyper procédurier, très bureaucratique même, avec tous les artefacts à livrer pour chaque phase, c'était l'enfer. Et en fait, l'agilité est née en réaction de cette pesanteur à l'époque, pour soulager, simplifier et aller à l'essentiel.
Je vous ai mis ici l'image d'un ampli de guitare dans le film culte Spinal Tap, pour celles et ceux qui l'ont vu. C'est une parodie de film musical, c'est vraiment à voir absolument si vous ne l'avez pas déjà fait. Et dans ce film drôlissime, les musiciens sont tout fiers de montrer à ceux qu'ils interviewent qu'ils peuvent jouer plus fort que les autres groupes. Parce qu'eux, ils peuvent aller jusqu'à 11 sur le volume de leurs amplis Marshall, et pas 10, comme c'est dans le commerce. Et ici, c'est un peu une métaphore pour illustrer le fait que la méthode Extreme Programming tire son nom de la volonté de Ken Beck d'essayer de voir ce que ça donne de pousser à fond toutes les pratiques du développement logiciel. Par exemple, les code reviews sont utiles. Jouer plus fort cette pratique, ça va donner le fait de faire du code review en permanence sur votre projet. Et ça, faire du code review en permanence, ça a donné le pair programming, par exemple. Le fait de coder à chaque fois en binôme et de pouvoir commenter le code, se dire tiens, ça marche, ça c'est pas bon, etc. Mais de le faire au bon moment, quoi. De le faire au moment où on n'a pas trop perdu notre temps, déjà. Bon, je ne vais pas refaire ici toute la genèse de la méthode du fameux projet C3 là, avec Ken Beck et Ward Cunningham dans les années 90 chez Chrysler. Je vous laisserai aller lire tout ça sur Wikipédia ou dans les livres. On va juste rappeler ici pour le truc historique que le bouquin Extreme Programming Explained, Embrace Change, le sous-titre, est sorti en 99. Ce qu'on disait avec Fleur tout à l'heure, ça fait plus de 21 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Bon, alors, comme je vous disais en introduction, je voudrais partir de quelques expériences récentes pour voir si la méthode pourrait nous apporter des choses encore en 2020. Je vais commencer par vous raconter le quotidien typique de Sarah. Sarah, elle est dev front sur le projet d'une refonte de site web pour une chaîne d'hôtels. Okay. L'équipe, elle est constituée de 6 devs front et de 3 devs back. On est jeudi après-midi. Elle a travaillé longtemps sur sa story afficher le social wall, comme c'est d'usage dans leur équipe. Elle a travaillé seule sur une branche. Et puis après, elle a poussé son dev en créant une pull request. Une pull request, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire en gros, j'ai fini ma tâche pour elle. Hein, j'ai fini ma tâche. Est-ce que quelqu'un peut relire mon code et m'autoriser à le faire fusionner avec le tronc commun du projet? Comme on le voit ici sur le diagramme, donc Sarah, elle part à gauche d'un repository, du tronc commun, puis elle a créé sa branche en local, puis elle a poussé sa branche sur le serveur d'intégration continue pour que, suite à sa pull request, n'importe qui puisse regarder son code à chaque fois qu'elle le pousse. Donc, regarder son code, la noter, mettre des commentaires bloquants ou non, lui poser des questions, avant de lui laisser passer, on dit passer sa PR ou exiger un changement dans son code avant de pouvoir le laisser fusionner dans ton commun. Donc, en gros, en l'occurrence, ici, le site web. Hein. Bon, je dis n'importe qui, mais dans les faits, c'est quasiment toujours Jules, le tech lead, qui prend les PR, qui fait les revues de code, qui échange avec les uns et les autres et qui valide toutes leurs PR. Sauf que Jules, là, il est bien occupé avec ses autres tâches, les PR des uns et des autres, et que Sarah va se retrouver un peu bloquée. En attente de Jules, en attendant que Jules puisse se pencher sur son travail. Comme elle est bloquée, Sarah elle va glaner sur le bord d'une tâche à faire dans cette itération, et puis elle trouve un truc. Tiens, c'est une nouvelle story liée au SEO, le Search Engine Optimization. C'est des trucs en gros pour que Google & Co puisse bien référencer le site. Donc Sarah elle va bosser dessus pendant 3 heures. Elle galère un peu pour comprendre ce qu'il faut faire, parce que le ticket n'est pas hyper clair. Hein. Et puis elle pose des questions un peu à la cantonade sur le Slack. Bref, elle est en train de travailler sur cette nouvelle tâche SEO. Et puis à ce moment-là, elle reçoit un retour de Jules, le tech lead. Sur sa PR. Sur sa PR. Non, en fait, ce n'est pas sa dernière PR. Ce n'est pas celle du Social Wall dont je viens de parler, là, mais c'est une de ses anciennes PR qu'elle avait lancée la semaine dernière. Sarah elle doit se reconcentrer, du coup, et se replonger dedans, parce que, en plus, comme elle ne comprend pas certains commentaires de Jules sur son code, à propos de son code, elle repose des questions. Quoi. Elle va devoir attendre, du coup, d'avoir des réponses de Jules pour pouvoir agir correctement, et spec cette vieille PR de la semaine dernière, quand même, soit enfin mergeable dans la code base du site. Comme Jules est super souvent occupé sur plein de sujets, il gère la prod, il gère plein de PR, Sarah, elle sait qu'il est peu probable qu'il puisse lui répondre dans la foulée. Du coup, elle retourne à sa dernière tâche. C'était quoi déjà Ah oui, le SEO. Il va lui falloir au moins 10 minutes pour se reconcentrer et re-rentrer sur le sujet. Alors, pas de bol, hein, parce qu'à peine lancée depuis 20 minutes, elle recommençait à être concentrée. Finalement, Sarah reçoit une notification. C'est Jules qui a précisé ce qu'il voulait dire sur sa vieille PR. Donc là, elle comprend mieux ce qu'il voulait dire. Elle comprend qu'il y a des choses à faire sur son code avant qu'il puisse être intégré à la version actuelle du site. Et que ça puisse arriver sur l'environnement de dev, qui ira après sur l'environnement de recette et qui enfin sera accessible pour les product owners.
Elle prend 2 heures du coup pour changer tout ce qu'il faut changer sur les retours de la PR fait par Jules. Et puis sa PR est acceptée dans la foulée parce que, bon, en gros, elle arrive à contacter Jules via Slack, donc il est dispo, donc il peut lui valider. C'est parti, etc. Alors, je dis c'est parti en fait, manque de bol. Hein. Le vieux code de Sarah, il avait été fait à partir du tronc commun, mais de la semaine dernière. Ce qui fait qu'il va lui falloir un moment où, là, c'est une semaine plus tard que pull request est accepté, il va lui falloir merger sa branche avec le nouveau tronc commun, qui entre-temps a vu d'autres PR se fusionner et modifier ce tronc commun entre-temps. Du coup, Sarah ne le sait pas encore, mais elle a un petit merge qui va la maintenir une bonne demi-heure délicate pour faire ce merge en fin de journée. C'est pas l'idéal, mais bon, voilà. En faisant ça, franchement, Sarah se demande parfois comment on pourrait faire pour que son quotidien soit moins haché, moins pénible, avec tous ces contextes switch, toutes ces PR en mode asynchrone, ces changements de sujet plusieurs fois par jour. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se demander avec Sarah si ce mode de fonctionnement à base de PR, qui sont que des mini-discussions en fait, autour du code, mais depuis un navigateur web, ne se ressemble pas à une nouvelle forme de bureaucratie dans certains cas. Puis le fait de devoir attendre si longtemps pour avoir un feedback sur ce qu'on fait, dans le monde de l'open source, d'où viennent ces techniques de pull request, il est de bon ton d'ouvrir une PR avant même de commencer à travailler sur un sujet, juste pour dire aux autres, je m'apprête à bosser sur ce sujet, voici ce que j'ai compris, c'est bon pour vous? Puis après, d'y pousser tout son code régulièrement pour qu'il y ait des interactions asynchrones, mais sans trop d'effets tunnels, parce que, bon, c'est l'open source, quoi, mais pas dans cette équipe. Là dans cette équipe, on n'arrive pas à faire autre chose que de pousser une PR qu'à la fin, quand le dev est fini, quand le dev associé à une tâche est fini. Au risque, parfois, de se faire entendre par Jules, le tech lead, qu'on n'a rien compris et qu'on a bossé sur un truc pendant 2 jours pour rien. Et ça arrive de temps en temps dans l'équipe. Alors, certains devs sont persuadés que c'est forcément comme ça qu'il faut bosser aujourd'hui. Comme si on faisait tous et toutes de l'open source. Alors même qu'on bosse dans une petite équipe où tout le monde se connaît et on connaît déjà les qualités des uns et des autres. Pour moi, c'est un peu comme si on utilisait des pigeons voyageurs entre nous dans l'équipe pour se demander du feedback. Alors c'est... Bon. Moi, je ne peux pas m'empêcher parfois de penser que cette adoption des mécanismes de PR pull request liés à l'open source sont parfois du cargo culte dans certaines équipes. Ces méthodes sont nées parce que les contributions sur un projet open source sont disparates. Elles sont effectuées par des gens qu'on ne connaît pas, qui ne se connaissent pas, ou très peu, qui bossent chacun et chacune toutes de leur côté de manière asynchrone, et que, en fait, tout le monde bosse en général en best effort. L'open source, on le fait quand on a du sang, le soir, le week-end. Bon, maintenant, il y a de l'open source un peu plus professionnel, mais voilà, quoi. Donc, on a le temps, on n'est pas pressé, et on ne presse pas les gens pour intégrer une PR. C'est dans la mesure de leurs compétences et de leur temps disponible. Mais surtout, c'est adapté pour accepter le travail des gens, vraiment qu'on ne connaît pas très bien. Donc, effectivement, tout le mécanisme de demander des améliorations, des adaptations, tous ces allers-retours-là, tout le mécanisme autour de la PR, oui, dans l'open source, c'est normal, c'est légitime. Les gens dans nos entreprises font parfois des choses pour lesquelles ils ne comprennent pas toujours la raison. Et c'est pour ça ici que je parle de cargo culte, parce que, bon, si vous doutez de cela, demain, je vous propose de faire un truc. Vous faites un sondage, vous demandez à vos collègues pourquoi ils ou elles ont adopté ces pratiques de l'open source, alors qu'ils bossent en général dans une équipe réduite. Bon, colocalisé, c'est plus le cas avec le Covid, mais une équipe réduite. Je vous parie que vous aurez les mêmes silences gênés que si vous leur demandez pourquoi ils font des microservices. Alors, bon, si on prend les 13 pratiques d'XP maintenant, lesquelles ont des choses à nous dire qui pourraient nous aider et aider Sarah dans son quotidien. Petit disclaimer, déjà, en construisant ce talk, je me suis replongé dans les bouquins et les articles, etc. Et en fait, il y a plusieurs versions des pratiques XP. Il n'y a pas un bouquin qui reprenne les mêmes pratiques. Ça, c'est ouf. Je ne me souvenais pas de ce truc. Donc, à l'image de la seconde édition du bouquin de Ken Beck, qui est un tout nouveau livre par rapport à la première édition. Je ne sais plus si je les ai là, mais ça, c'est la première édition. Et ça, c'est la deuxième édition. Voilà. Ils se ressemblent, ils ont... Voilà, c'est pas terrible avec le fond pourri, là. Les deux bouquins se ressemblent, mais en fait, c'est deux bouquins complètement différents. Les pratiques citées sont souvent très, très, très différentes. Bon, c'est pas si surprenant, hein, parce que si on considère le sous-titre du bouquin de Ken Beck dès la première édition qui était Épouser le changement, Embrace Change, en effet, XP, c'est vraiment une obsession à se tenir prêt à tout changer si c'est nécessaire, et d'accueillir le changement avec joie. Changement du métier, les changements imposés par la concurrence ou le monde extérieur, les changements dans le financement du projet ou de notre compréhension du besoin, etc. Donc, dans cette logique, ce n'est pas surprenant qu'on ait changé les pratiques elles-mêmes de la méthode, quoi. Alors,
Ken Beck, lui, il explique lui-même que les pratiques seules sont stériles et si elles ne supportent pas les valeurs d'XP. Alors, les valeurs d'XP, c'est communication, simplicité, feedback, et l'autre, courage et respect. Je les ai mises là. Communication, ça veut dire en gros pour créer un esprit d'équipe. Des équipes où on ne se parle pas en général, c'est des drôles d'équipes, où il ne se passe pas grand-chose. Donc, pour créer un esprit d'équipe, mais aussi pour être efficace quand on communique avec les clients ou les collègues. Ça, c'est la valeur communication. Et la partie simplicité, ensuite, qui est la valeur, à mon avis, la plus exigeante et intellectuellement de la méthode. L'idée, c'est d'éliminer, tant que possible, le gâchis lié à la complexité dans tout ce qu'on fait. Plus c'est complexe, plus c'est dur à changer. Car si on doit s'adapter, pensez-y, vous faites une usine à gaz sur un sujet. Prenez le temps de le construire, etc., etc. Vous avez mis du temps. Est-ce que vous allez arriver vraiment à le détruire facilement pour vous adapter au changement si vous vous rendez compte que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, sans biais d'attachement, etc. Moi, j'ai eu des situations où c'était plus difficile. Et même, j'ai des souvenirs sur des trucs que j'ai fait il y a longtemps où j'avais ce biais d'attachement. XP, il nous dit, voyager léger, ce sera plus simple de changer d'avis. Et puis, plus c'est simple, plus ça facilite la communication, qui est la première valeur. Les valeurs dans XP, en fait, elles se parlent, elles se répondent, elles se renforcent même. Le feedback, c'est la troisième. Donc, en gros, c'est aucune directive fixe ne reste valide très longtemps dans ce monde. Ça, c'est toute la base de l'agilité. Le changement, il est inévitable, souhaitable même, si on veut survivre ou performer dans ce monde qui bouge tout le temps. Donc, le feedback, c'est ce qui permet de savoir si on avance dans la bonne direction ou pas. Et puis, avec XP, il est court, jusqu'à quelques minutes parfois. Donc, c'est vraiment omniprésent dans la méthode. Le courage, c'est une action efficace face à la peur. Alors, le courage seul, sans être contrebalancé, peut être dangereux. On peut faire quelque chose sans soucier des conséquences pour les autres, et ce n'est pas souhaitable. Mais le courage de se dire les choses entre membres de l'équipe, le courage de dire au métier qu'une chose n'est pas réalisable, pas réaliste, le courage d'abandonner une solution trop complexe et d'en chercher une autre alors qu'on était déjà super engagé, qu'on va peut-être prendre du retard, le courage d'aller chercher du vrai feedback, d'aller vraiment écouter ce que les gens disent, le courage de tenir bon quand on vous dit que bosser à plusieurs sur une tâche, tout ce qui est pair programming, mob et tout, c'est du gâchis, je ne comprends pas pourquoi vous faites ces conneries, ce genre de choses qu'on peut entendre dans certaines boîtes. Donc voilà, le courage. Et enfin, la dernière valeur, et non des moindres, quand on connaît Ken Beck, c'est le respect. En gros, celui-là, ce n'était pas signifié comme une valeur dans le premier bouquin, ça l'est dans le deuxième, c'était quand même juste cité dans le premier. C'est que chacune et chacun doit et mérite le respect, à part égale, et à part égale des membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tech lead d'un côté qui a plus de respect que d'autres. C'est voilà, dans l'équipe, tout le monde a droit à du respect. Et donc le business, il doit respecter l'IT, et l'IT doit respecter aussi l'expertise des clients avec qui on bosse. Parfois, on peut se dire, oui, on a des profils, des gens qui ne savent pas trop. Bon, il faut respecter, sinon c'est difficile d'avancer. Alors, pour cette 13, je vais conserver donc, ces 13 pratiques d'XP parmi toutes les versions existantes. On ne va pas rentrer dans le détail de tout, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être chiant, mais on va reprendre le problème de Sarah plutôt, d'accord? Pour réduire le fardeau du contexte switch qu'elle subit quotidiennement, mais aussi tous les autres, parce que Jules, le tech lead aussi, passe son temps à devoir changer, faire des code review de tout le monde et valider les pairs de tout le monde. Bon, XP, lui, propose un autre mode de fonctionnement. Dans XP, tout est fait pour favoriser les tâches synchrones. La pratique Wall Team, par exemple, elle signifie que l'équipe va compter parmi elle des membres du métier, toujours disponibles pour répondre aux questions sur le volet fonctionnel. Comme ça, l'équipe n'est jamais bloquée très longtemps. En fait, petite parenthèse, quasiment personne n'a jamais réussi à mettre en place le client on-site du premier bouquin d'XP, la première version. C'est-à-dire bloquer des gens du métier pertinents dans la même pièce que nous, les devs, le temps du projet, et on est tous dans la même pièce et tout, et c'est super. Franchement, je connais pas un seul cas où ça a duré plus de 3 semaines. Pour celles et ceux qui ont réussi à lancer. Tant mieux si c'est le cas, mais en tout cas, moi, j'ai jamais pu le constater de mes yeux vus. Mais par contre, les pratiquantes et les pratiquants d'XP, en général, ils aiment bien sécuriser dès le départ le fait d'avoir des experts du domaine, toujours disponibles, qu'ils soient proxy ou pas. Même s'ils ne sont pas dans la même pièce, on veut pouvoir avoir des réponses du métier. Pour moi, c'est un showstopper sur un projet. Dans XP, quand on commence une tâche, on la finit la plus vite possible pour éviter le contexte switch, justement. Et donc, de la même façon, l'intégration de ce qu'on code doit se faire le plus vite possible. Deuxième truc, c'est l'intégration continue. Alors ça, c'est la pratique continue d'intégration qui nous aide et nous fait déployer notre dev ASAP sur le tronc commun
pour que tout le monde puisse avoir du feedback dessus au plus vite. Les PO, etc. Donc, on ne part pas en branche, en général, et on évite de commencer plusieurs sujets en même temps. Alors, vous verrez souvent des débats autour du sujet Continuous Integration. Alors, pour la majeure partie des gens, CI, Continuous Integration, ça signifie aujourd'hui de l'outillage. Genre les usines de build, les pipelines, etc. Et plus du tout la pratique. Alors, de mon point de vue, c'est un peu dommage parce que la pratique, elle avait un but, des intentions. En gros, avoir du feedback à zap, éviter les merges infernaux. L'outil, lui, il est plus vague. On y met ce qu'on veut y mettre. On dit, j'ai un outil de CI, CD, CI, machin. Y compris parfois l'antithèse de pourquoi l'intégration continue. La pratique, elle a été imaginée. Quand on a des pipelines de CI/CD qui travaillent sur que des branches et des PR, etc. Bon. Pour celles et ceux qui ont fait du Kanban, sinon, on va viser un peu la même efficacité dans XP pour finir chacune des tâches qu'on commence et réduire de ce fait le context switch qui serait le truc qui était pénible pour ça. C'est-à-dire de se remettre dans un contexte d'un dev qu'on a fait il y a une semaine et un peu plus. Et pour finir une tâche le plus vite possible, on va s'y mettre à plusieurs pour ne pas rester bloqué par une difficulté ou être en attente d'une validation extérieure comme Sarah avec les validations de Jules, le tech lead. C'est pour ça qu'en fait, on ne va pas travailler seul. En général, on travaille en binôme sur chaque tâche. Donc, c'est la pratique pair programming que vous voyez au centre. Ça permet le code review au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où on n'a pas encore trop déconné. Et c'est la pratique qui est vraiment clé dans la méthode. Et puis, ce pair programming, en fait, il permet aussi de renforcer la pratique de collective ownership que je vous ai rajouté là, juste au-dessus. Le code n'appartient à personne d'autre qu'à l'équipe. Et tout le monde doit être à l'aise avec lui. Et les choix, puis de la conception. C'est fini, ça c'est le code de Julien ou le code de Micheline, où il n'y a que lui qui y touche, quoi, il n'y a qu'elle qui y touche. D'où l'intérêt de jamais bosser seul sur une tâche. Donc, oui, à l'instar des valeurs d'XP, qui se répondent et se renforcent, les pratiques, elles font de même. C'est-à-dire que les unes et les autres se répondent et se renforcent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande d'adopter toutes les pratiques d'XP si vous voulez essayer la méthode un jour. Le résultat, à mon avis, sera plus probant que si vous y alliez plus tièdement, en prenant 2-3, puis en essayant de voir. Mais ça nécessite du courage. Et donc, il y a aussi une valeur d'XP, justement. Allez, on revient à notre équipe de dev. Valentin, c'est un des devs back de l'équipe. Ça fait peu de temps qu'il est dans celle-ci. Et puis, il a l'impression qu'il doit encore faire ses preuves pour se faire vraiment accepter par les autres. Manque de bol, il a vraiment du mal à comprendre cette codebase qu'il trouve infernale, beaucoup trop complexe. Alors, on est vendredi matin, Valentin, là, il a la gorge sèche, juste avant le stand-up meeting, tout seul sur sa tâche encore hier. Il est tombé sur un nouveau bug, complètement incompréhensible, qui l'a fait stagner toute l'après-midi, alors qu'il était déjà censé entamer une nouvelle story dont tout le monde parle ces derniers jours. Ce matin, du coup, il va encore devoir annoncer à toute l'équipe, et pour la troisième fois consécutive, pour le troisième jour consécutif, qu'il a encore du mal à finir sa tâche. Alors que tout le monde avait pourtant estimé celle-ci à un t-shirt, un jour d'effort, lors du planning game. Le pire, c'est qu'il sait qu'il peut même pas leur donner une indication quant au temps nécessaire pour la finir. À chaque fois qu'il pense qu'il a fini, il tombe sur un os. Et il tombe sur un détail bloquant qui le met en difficulté. Et donc, c'est même pire, en fait. Plus il avance sur cette tâche, plus il se sent incapable de désemparer. Alors ce matin, juste avant le daily meeting, là, il regrette de ne pas en avoir parlé plus tôt au reste de l'équipe. Parce qu'il se dit, toute l'après-midi, il s'était demandé s'il allait réussir à trouver seul ou s'il devait demander de l'aide. Je vais y arriver ou je demande de l'aide. Je vais y arriver. Mais bon, il n'avait pas osé. Donc, il s'était caché derrière l'excuse que tout le monde devait être bien occupé déjà, qu'il ne voulait pas les déranger. Attention, c'est le cas. Ils sont tous bien occupés. Mais en vrai, personne n'a jamais refusé dans l'équipe d'aider qui que ce soit, surtout quand cette personne en a fait la demande. Donc, mais bon, ce matin, Valentin, il se rend compte que son retard accumulé tous ces derniers jours, ça risque de mettre en péril la démo prévue pour le business le lundi soir, quoi. Et comme ce même business, on a le sentiment, lui, il a le sentiment d'attendre depuis déjà trop longtemps avant de pouvoir avoir cette nouvelle fonctionnalité sur leur site, ce même business, il commence à râler, il va mettre la pression. Et puis, il dit qu'il entend parler que de bugs, de problèmes, d'imprévus, de retard, du côté de l'IT, qu'on a un peu marre, qui s'inquiète, quoi. Et ça vexe un peu tout le monde, donc l'ambiance, elle est un peu plus tendue. Et puis c'est pour ça que Valentin, il a fini très tard en fait ces 2 derniers jours. On sent naïvement qu'il allait finalement à 20h réussir à trouver ce qu'il n'avait pas réussi à trouver toute la journée. Valentin se demande ce que les autres vont penser de lui. Il n'a pas l'impression d'être à sa place. Il se dit qu'il serait sûrement mieux ailleurs, dans un autre contexte, une autre équipe qui n'a jamais entendu parler de ses difficultés actuelles sur le projet. Il se demande même s'il ne serait pas mieux en tant que chef de projet.
Ça va pas être si compliqué à gérer les autres. Il se dit dans sa tête, quoi. Mais bon. Ah oui, c'est à lui de parler après Sarah. Elle a presque déjà fini. Comment il va expliquer là où j'en ai? La journée n'a pas commencé, que Valentin se demande déjà comment il va pouvoir faire et ce qu'il va pouvoir faire ce soir, quoi. Du coup, il s'évade un peu dans sa tête pour se réconforter de ses longues journées de boulot, qui commencent déjà désormais la boule au ventre. Alors, cette histoire de Valentin, moi je l'ai déjà vécue il y a très longtemps. Mais j'ai aussi observé à nombreuses reprises, ici ou là, dans des projets différents, chez des clients différents, des contextes différents. Ce qui me frappait à chaque fois, c'était le sentiment d'isolement des gens qui apprenaient pourtant et enfin, qui appartenaient à une équipe et à un collectif. Donc, mais chacun se sentait si seul sur sa tâche et face à ces difficultés, c'était vraiment, on pouvait le voir même physiquement quand on avait des collègues qui étaient comme ça. Alors pour certains, c'est pas un problème. Ils arrivent à l'exprimer, qu'ils sont bloqués ou qu'ils ont un problème. Ils ont suffisamment de maturité pour avouer leurs difficultés sans se cacher, ni jouer l'autruche. Ils arrivent à se faire aider, quoi. Pour d'autres, le fait de travailler seul et d'avoir que le stand-up meeting comme moment de synchronisation quasiment dans la journée avec le reste de l'équipe, ça peut être une vraie souffrance. Quand je vois certaines équipes de dev fonctionner comme ça, en mode chacun de son côté, communiquer que par PR, par Slack ou stand-up, moi j'ai vraiment l'impression de voir ce qu'on voit à l'écran sur cette image, quoi, la matrice, des individus côte à côte, mais qui peinent à faire collectif au final, bah, pas de vraie équipe. Attention, hein, même pour celles et ceux qui sont très à l'aise dans le fait de travailler seul, ce qui est l'immense majorité des devs, on ne va pas se cacher, hein, il y a le risque de tomber dans la zone. Alors la zone, c'est quoi? La zone, c'est un moment d'euphorie, un moment où il peut nous arriver de blinder quand on code. Un moment rare, qui semble arriver que à certains instants. Chez moi, c'est soit le soir, soit très tôt le matin. Encore plus facilement si j'écoute de la musique en codant. Chez moi, j'écoute des vieux Duke Ellington quand c'est comme ça. Un moment où on a l'impression que les lignes de code jaillissent sous nos doigts, quoi. On est à fond, on pense avoir des idées très claires et on avance à fond, vraiment à fond. Alors en fait, je crois que c'est Bob Martin là, qui a parlé de ça dans son ouvrage Clean Coder. En tout cas, c'est le premier moment où je l'ai lu. Et ce sont des moments où on est parfaitement connecté avec soi-même. On est vraiment parfaitement connecté avec soi-même. Mais on perd complètement le contact avec les autres. Et ce qu'il faut véritablement faire. C'est-à-dire, c'est là où on va faire du code aléambiqué, des codes cathédrales, etc. etc. C'est dans ces moments d'isolement, casque et musique sur la tête. Alors c'est pour ça que même sur des projets perso, maintenant je ne code plus avec de la musique, personnellement. Mais voilà, on va partir. Et puis voilà, la zone, c'est des moments où... Alors c'est des moments qu'on cherche désespérément quand on est très jeune et qu'on commence une carrière. Parce que c'est grisant, tout d'un coup, on a l'impression que on devient productif. Mais ce sont des moments dont on essaie de se débarrasser quand on devient développeuse et développeur un peu plus mature. C'est des discussions que j'ai eues avec pas mal de gens et qui m'ont confirmé ça aussi. Donc effectivement, on devient conscient à ce moment-là que ce qu'on va produire très rapidement dans cet état d'euphorie sera sûrement à détricoter plus tard. Et ça, c'est dans le cas positif, c'est-à-dire si on a le temps, parce que bien souvent, ça se transforme en dette technique. Toutes nos cathédrales et nos trucs. Voilà, juste un truc, la zone, ça se produit que quand on est seul en général. Ça se produit pas en groupe. Okay, alors, reprenons notre boîte à outils des pratiques XP et regardons ce qu'on peut trouver pour remédier à la situation de stress, voire de détresse de Valentin. Alors, le pair programming. Oui, il se trouve qu'en faisant du pair programming, Valentin n'aurait pas connu cette situation de blocage et ce sentiment de solitude face à l'adversité. Dans XP, on fait un minima du pair programming. C'est pas vraiment, c'est quand on fait la méthode, quand on la pratique, on fait jamais rien tout seul. On fait du pair programming, à part checker SML. Hein. Mais bon, si un binôme rencontre des difficultés, il n'est pas rare de demander de l'aide à une autre personne de l'équipe, voire de switcher les pairs, pour en gros bénéficier de l'expertise des uns des autres en fonction des sujets. Donc ça communique tout le temps, ça switch, etc. Dans une équipe, il n'est pas rare qu'on soit tous complémentaires. XP, il surfe sur ce constat, pour être une efficacité redoutable, contrairement aux apparences, et puis le vieux, et vous croyez qu'on vous paye pour bosser à deux derrière un clavier, je ne sais pas que vous avez dû tous entendre pour celles et ceux qui ont essayé de faire du pair au boulot. Donc ça vient de certains chefs de projet un peu à la ramasse, ou de certaines entreprises d'ailleurs à la ramasse. Donc, outre le fait de systématiser le pair programming et de veiller régulièrement à garantir le collective ownership du code, ça c'est l'autre pratique, collective ownership en vert là, et qui vise à ce que le code appartienne à tout le monde et qu'il n'y ait jamais de zone du code qui soit le royaume de Michel ou de Jacqueline ou de machin, quoi. Pas même le tech lead. Et donc avec ces deux pratiques, pair programming plus le collective ownership, l'ensemble de l'équipe en fait elle est progressivement à l'aise et en confiance
sur toutes les parties du code, prête à intervenir sans stress et sans blocage. Et si ce n'est pas le cas, ben, en fait, le constat est souvent partagé, quoi. Ça fait moins de pression sur les épaules. Et puis de la même façon qu'on ne peut jamais courir trop longtemps sans se blesser ou réduire ses performances, XP propose une pratique pour... c'est une pratique, hein, sustainable pace, que vous devez voir en vert. Hein, on ne travaille pas trop. C'est un rythme soutenable. C'est-à-dire que les journées et les cycles XP sont suffisamment intenses, avec le pair programming et toutes les autres pratiques poussées à fond. C'est épuisant. Kenbeck, lui, suggère de ne pas dépasser les 40 heures par semaine. Alors, attention, hein, c'était au State, hein, donc ça c'est une révolution pour les States. Nous, bon, c'est le contexte français, mais et en gros, XP dit, si vous faites des heures sup un jour, à un moment donné, dans une semaine, ben, arrêtez ça la semaine d'après, quoi. Ça ne va pas devenir une habitude. Ça doit être un moment comme ça qui peut arriver, mais c'est un peu la honte, hein, de faire des heures sup et des machins, quoi. L'idée, c'est vraiment de s'aménager du temps pour ses loisirs, pour les amis, la famille, tout ce qui va nous permettre d'être en pleine forme et d'être super créatif et productif au boulot. Effectivement, moi, quand je suis détendu, je suis vachement plus performant et plus créatif quand je suis reposé et tout, quoi. Donc, XP, il exige une hygiène comme ça, qui va avoir plein de conséquences heureuses, y compris sur l'ambiance de l'équipe, ce qui va jouer aussi. Et puis, avoir l'objectif de ne pas travailler trop tard ou trop longtemps, ça nous pousse à être un peu plus intelligent, quoi, et à réfléchir comment on peut fonctionner et comment on peut fonctionner mieux que de subir et de souffrir comme on fait. Bon, alors retour à notre contexte dans notre grille pour la dernière fois. L'équipe de dev, elle est un peu à cran parce que les PO n'arrêtent pas de changer les priorités pour le sprint en cours. Comme si ça ne changeait rien chez nous, les devs, quoi, hein, comme si ça n'allait avoir aucun impact. En fait, les PO là remettent dans les top priorités les stories dont personne n'a entendu parler et dont l'équipe e-commerce a l'air de dire que c'est la nouvelle urgence. Mais bon, c'est comme ça quand même super régulièrement, hein, presque tous les 15 jours. Donc, du coup, le semblant d'organisation du sprint en cours, ce qu'on faisait du Scrum, lors de la séance initiale de grooming, co-conception, il est presque jamais respecté. On passe notre temps à estimer, détailler des stories, mais pour rien. Je dis pour rien parce qu'on les fera pas finalement. Alors, on les fera dans des mois et des mois. Et du coup, notre perception aura changé, l'estimation, bref. Donc on commence le sprint en se fixant quelques priorités, et puis quelques jours plus tard, tout est remis en question par les PO. Bon, ça agace tout le monde dans l'équipe. Moi, perso, ça me fait marrer. Parce que choisir ce métier et avoir l'air surpris que tout change, et tout change tout le temps, bon. Moi, j'ai appris à relativiser avec le temps, je vous ai dit, ça fait plus de 21 ans que je bosse. Donc bon, par contre, quand certains top managers du métier râlent en nous disant ensuite, pendant le copil, qu'ils n'ont toujours pas cette fonctionnalité qu'ils ont demandé dès le début, etc., ça agace un peu toute l'équipe, parce qu'effectivement, la priorité, vu qu'elle n'est pas poussée, on ne fait pas, quoi. Ils ont qu'à savoir ce qu'ils veulent pour tout, hein, et se faire savoir à leur pio, merde, en tentant dans les couloirs virtuels de l'équipe. Bon, alors, qu'est-ce que peut nous apporter XP dans ce cas? Bon, vous vous rappelez du livre de Kenbeck, hein, Unbust Change, ou User de changement. C'est véritablement une obsession pour Kenbeck et pour sa méthode, être capable de s'adapter à tout type de changement. D'ailleurs, on pourrait reprendre le terme de Nassim Nicolas Tayeb, antifragile, et l'appliquer à XP et sa relation au changement. En d'autres mots, XP est fait pour le changement. Il est conçu, il est designé, il est fait pour s'améliorer et être encore plus à l'aise, encore plus efficace quand tout change tout le temps. Les changements de spec, de priorité, de n'importe quoi, ça va venir renforcer les actions de la méthode et des pratiquantes et des pratiquants. Un exemple, dans XP, tant qu'on n'a pas commencé à coder une story, le métier est invité à changer de priorité autant de fois qu'il le souhaite sur le reste. On se fiche de ce que l'équipe ou client ou PO aura prévu. Ça, c'est du lazy, quoi. Si finalement la story qu'on est en train de coder nous éclaire radicalement sur ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas finalement, pourquoi rester sur le plan défini au début de l'itération en cours, quoi. C'est au métier de décider, en fait. Donc on se retrouve ici au cœur de l'agilité, pour moi, vraiment. XP va même encore plus loin en autorisant le métier à faire arrêter un dev en cours pour changer de priorité pour l'équipe et lui lancer sur un tout autre sujet. Honnêtement, si ça apporte plus de valeur et ça nous donne plus de feedback, tout est bon, quoi. Donc on ne va pas se crisper sur un planning d'itération, de sprint, de machin. D'ailleurs, le planning game qui a lieu en général chaque semaine permet de changer tout ça dans le détail, en mode toujours late, lazy, à la dernière minute. Comme ça, on ne perd pas de temps à estimer des trucs qu'on ne va pas faire finalement. Alors, les praticiennes et les praticiens d'XP, ils attendent le changement. Et du coup, ce n'est pas une surprise quand les années arrivent. C'est un événement courant, et c'est même un événement souhaitable, souhaité.
Parce que ça veut dire que c'est signe de bonne santé, ça veut dire qu'on est capable de s'adapter aux nombreuses sources de feedback qu'on a mises en place par l'équipe et puis par le soft qu'on publie. Bon, alors j'aurais pu continuer à vous lister toutes les autres pratiques d'XP les unes après les autres, comme la nécessité d'avoir des standards de code, le planning game, l'utilisation de métaphores pour mieux se comprendre, le TDD, small release, tout ce qui est mode baby step pour avoir du feedback régulièrement, etc. Mais bon, pour moi, je serais passé à côté du plus grand changement lié à XP, selon moi. Ouais, parce qu'en fait, depuis que je vous parle de certaines pratiques, c'est un peu comme s'il y avait un éléphant en plein milieu de la pièce. Vous vous rappelez de ce que je vous disais tout à l'heure, au tout début, que moi j'avais pris conscience tardivement de ce qui distinguait vraiment XP des autres méthodes. Je cherchais juste un angle pour vous en parler, en fait, mais qui sorte un peu de l'ordinaire. Vous le voyez, cet éléphant-là, au milieu de la pièce? Je vais vous demander d'y réfléchir quelques instants, toutes et tous. Là. On va reprendre la métaphore des amplis là, qui permettent de jouer plus fort que les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec XP pour pousser les limites de certaines de nos pratiques? Réfléchissez-y quelques instants, franchement. Quelle serait la pratique qu'on pourrait améliorer, nous les devs, et jouer beaucoup plus fort que ce qu'on fait actuellement? Comment on pourrait jouer plus fort? On verra le chat après, mais... Vous la voyez là, la pratique un peu qui commence à se défiler ou pas? À se profiler? Ouais, en fait, la véritable révolution d'XP, réside dans la valeur que prend le travail collectif, le travail d'équipe. En fait, c'est omniprésent dans XP quand on y regarde bien. XP, c'est une vraie révolution sociale et comportementale pour nous, les devs. On est habitué à travailler dans notre coin, à nous synchroniser de temps en temps, à base de pull request ou de Slack ou de machin. Et du coup, on obtient des feedbacks de manière intermittente, souvent en direct, à l'écrit, et parfois cachés derrière nos écrans. Et le feedback par l'écrit, pour les introvertis comme nous, parfois ça fait mal. Hein. Parfois c'est un peu plus difficile. Hein. Plus rugueux, on va dire. De parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux et en lui disant les choses. XP propose de changer tout ça. De considérer l'équipe comme l'atome de base, l'alpha et l'oméga du projet. Pas les individus, hein, surtout pas. Non, non, vraiment l'équipe. Et quand on écoute Ken Beck, quand on lit attentivement, on se rend compte que la dimension sociale, les interactions entre les gens, comment les améliorer, etc., c'est au centre de tout, vraiment. Alors voici un extrait de son livre XP, c'est la seconde édition, dès la page 6. XP, je vous le traduis, mais XP nous fait abandonner, en gros, les vieilles techniques inefficaces, et puis les anciennes habitudes sociales, en faveur de nouvelles qui, elles, fonctionnent. Pour Ken Beck, il est nécessaire d'opérer une révolution dans nos façons de vivre et de travailler. Une autre citation, toujours dans son bouquin sur XP. Notre penchant pour garder les choses que nous, les choses que pour nous, quoi, en s'imaginant que ça va nous aider, comme tout à l'heure, hein, Valentin, ça serait bien qu'on s'en débarrasse, qu'on arrive à s'alléger de ce poids-là. C'est pareil, Valentin sur le projet, qui se cachait un peu plus chaque jour, c'est exactement de ça dont il est question. XP propose de sortir de ce mal-être contre-productif pour tout le monde et douloureux pour certaines et certains d'entre nous. Une autre citation, cette fois-ci tirée de la première édition du livre d'XP. Si les membres d'une équipe ne se soucient pas des autres, XP ne pourra pas fonctionner. C'est un prérequis. Et c'est sûr que XP ne peut pas fonctionner si les gens ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort et puis à essayer de travailler en équipe, vraiment ensemble, jamais seul. Tout dans XP est conçu autour de l'équipe. Encore un extrait de son livre, seconde édition, page 7. Dans XP, vous êtes évalué par rapport à votre contribution au collectif, à l'équipe et aux objectifs pour celle-ci, les objectifs de l'équipe. Et c'est comme ça qu'on s'évalue dans XP. Un autre extrait dans son livre sur XP, cette seconde édition, toujours pareil, je passe 6 au début. En gros, il dit, dans XP, on part du principe que vous voulez grandir, améliorer vos compétences et améliorer votre relation avec les autres. Et ça, l'accent est mis là-dessus. Et c'est vrai que XP, c'est super exigeant pour tout le monde. Hein. On cherche l'amélioration continue, que ce soit les techniques de code. Mais pour Ken Beck, les relations, le travail et la communication de son équipe, c'est clé. C'est indissociable de la méthode et de la réussite du projet. Alors ça paraît être une évidence que de dire ça. Hein.
parce qu'il y a entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais vraiment, dans XP, c'est une réalité. Dans XP, on ne travaille jamais seul. Vraiment, on ne travaille jamais seul. Et encore dans un autre extrait de son livre sur XP, dans la seconde édition, il dit dans XP, on part du principe que vous voulez travailler avec les autres, ensemble. C'est vraiment le prérequis. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire d'XP. C'est ce qui m'arrive un peu en ce moment sur un projet. En fait, on fait la plupart des pratiques, hein, comme tu disais, Fleur, tout à l'heure. TDD, pair programming, merciless refactoring pour certains dans l'équipe aussi. Mais certains ne veulent pas changer de leurs habitudes et se mettre à travailler à plusieurs. En fait, il suffit d'une personne clé ou de deux qui n'aient pas du tout envie de travailler comme ça, tous ensemble, pour que l'équipe ne soit pas en mesure de faire l'extrême programming. Et c'est encore plus vrai si la culture de la boîte entretient le mode héroïque. Le truc où l'individualisme et les performances individuelles sont valorisées, encensées, remerciées. Et lancer XP dans ces conditions, c'est l'échec garanti. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas encore. J'attends le bon moment, le bon spot. Et je ne vous recommande pas de faire l'XP si c'est dans ce contexte-là. Alors que ce qui est encourageant dans XP, en fait, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Et quel que soit votre niveau, du moment qu'on joue le jeu, qu'on souhaite travailler en équipe et qu'on a envie de contribuer à son amélioration. Et donc, en fait, c'est un autre extrait dans son livre sur XP, la seconde édition toujours. XP est basé sur l'étroite collaboration d'individus au talent ordinaire, mais activement engagés dans ce qu'ils font. Cette phrase, pour Kenbeck, elle est vraiment clé. L'étroite collaboration d'individus au talent ordinaire, activement engagés dans ce qu'ils font. C'est vraiment résumé d'XP. Alors, XP, à la base, elle est décrite dans son premier bouquin comme une lightweight, efficient, low risk, flexible, excusez-moi l'accent, hein, predictable, scientifique bon, et fun way to dev software. Mais en fait, c'est comme Kaiser Soze, en fait. Ça, c'est ce qui est écrit sur la façade. Mais derrière, finalement, en vrai, c'est une révolution sociale et comportementale pour nous, les devs que nous sommes, quoi. C'est vraiment un appel à travailler ensemble de manière complètement transparente, bienveillante et quand même exigeante. Hein. C'est très exigeant. Quoi. Une équipe XP, c'est une brigade, c'est un équipage. C'est une équipe soudée avec un environnement psychologique rassurant et sécurisant. Parce que c'est vraiment quand tout le monde est en confiance dans l'équipe que les grandes choses arrivent. Et donc, en fait, on est tous et toutes complémentaires. Nos associations peuvent donner des résultats incroyables une fois que l'équipe se connaît bien. En général, c'est minimum 6 mois hein, pour qu'une équipe, enfin, les relations interpersonnelles, etc. C'est indépendant d'XP, mais voilà, pour que tout le monde ait envie de s'arracher pour les uns et les autres et pour qu'on se sente en confiance, XP va vraiment capitaliser là-dessus. Ce qui me frappe, moi, à chaque fois, quand on fait l'XP, ce sont les réflexes collectifs qui vont se diffuser au bout d'un moment. Parce qu'à force de pairer, de binômer, on prend vraiment le meilleur de chacun et de chacune. Les shortcuts dans l'IDE, les bons moyens de faire des recherches, les bons moyens de faire du script, de faire du réseau, d'utiliser enfin tout quoi. C'est vraiment un nivellement vers le haut pour tout le monde. En fait, tout le monde progresse. Certains vont progresser plus que d'autres sur le volet technique. Et d'autres personnes vont progresser sur le nommage, sur le métier. D'autres vont progresser sur le volet humain, la communication, l'empathie, gestion de conflit. Donc c'est vraiment bénéfice pour tout le monde. Et pour moi, en fait, XP, c'est révélateur pour ses pratiquantes et pratiquants. La bienveillance, le respect de soi et des autres, pour reprendre les valeurs d'XP, ben, ça permet des transformations assez incroyables. En fait, le lâcher-prise qui permet de faire des choses qu'on n'imaginait pas possibles peut enfin avoir lieu grâce à l'équipe qui protège. Lâcher-prise, je sais que c'est une obsession de Bruno, mon associé, Bruno Boucard, et je suis assez d'accord. On manque très souvent de lâcher-prise, de capacité de lâcher-prise sur plein de sujets, et c'est ça qui nous permet de passer à autre chose, ou de sortir d'une souffrance, et donc voilà, l'équipe qui protège, ça encourage, ça supporte, ça motive. Et c'est ça qui permet de se lâcher prise, qui ne serait pas possible dans d'autres conditions. Et puis, il n'y a aucune difficulté qui fasse peur vraiment à un collectif huilé tel qu'une équipe XP. Hein. Si vous deviez dénouer tout seul ce bout-là, tout mouillé sur un port, vous pourriez peut-être le décourager, franchement. Mais à plusieurs, on se donne du courage, on s'entraide surtout. Et donc, pour moi, il ne faut pas se tromper. Faire du logiciel, ce n'est pas forcément se retrouver tout seul derrière un écran, interagir, écouter sa musique, et interagir avec les autres que par écrit de manière asynchrone. D'ailleurs, j'ai posé la question il y a 2 jours sur Twitter, quelle est la chose la plus extrême qu'un dev puisse faire en 2020 ? J'ai eu plein de réponses intéressantes. Pour Guillaume Téchenet, avec qui j'ai le plaisir de travailler en ce moment, qui est dans l'équipe,
Personnellement, les devs qui m'impressionnent le plus, ce sont celles et ceux qui se concentrent sur l'espace du problème au lieu de se jeter dans l'espace de la solution. Ouais, et ah oui, qui se foutent un peu des sujets et des modes purement techniques. Une autre réponse là de Yves L'Orphelin, savoir dire non à l'ajout d'une fonctionnalité. Ça, on devrait le faire plus souvent. Pour Cédric Rupp, ne jamais travailler seul. Et pour Matteo Vaccari, un pratiquant d'XP d'Italie, c'est faire de l'express programming déjà. Si on pouvait en faire un peu plus en 2020. Voilà. Bon, alors il y en a eu plein d'autres, hein, toutes très intéressantes. Il y a notamment celle de Cyril Martraire aussi, que j'ai pas eu le temps d'intégrer, mais qui est marrante sur les pratiques un peu folles de la même région où XP est sorti. Je vous laisserai aller voir ensuite si vous le souhaitez, parce que je suis sur le point de conclure. Effectivement, faire du logiciel, ça peut être un vrai travail d'équipe, toutes et tous ensemble pour comprendre, échouer, réussir, s'améliorer, se soutenir, donner du courage surtout. Alors ça, c'est vrai quand on perd ou quand on fait du mob programming. Mob programming, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, je vais revenir en arrière 2 secondes, c'est ça. C'est on se met à plusieurs, il y a un seul écran, et en fait, on code à plusieurs. Donc, toute l'équipe code en même temps. Et donc, voilà. C'est une façon, si vous ne connaissez pas encore, je vous encourage à aller regarder, vous renseigner, et puis tester aussi. Parce que ça, c'était une des rares nouveautés. C'était pas dans XP, mais c'est dans la veine, quoi. En gros, on met le pair programming, on joue encore plus fort le pair programming, ça donne le mob programming. Donc XP, c'est appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Quand on travaille en équipe, on appartient à quelque chose de plus grand que nous, que notre propre personne. Et quand ça fonctionne, franchement, c'est hyper puissant et c'est super satisfaisant. Une bonne équipe XP, j'ai eu la chance d'en appartenir à quelques reprises, c'est inarrêtable. C'est-à-dire que peur de rien, quelle que soit la complexité du problème à résoudre, de l'édifice à bâtir, on y va, on se sent fort, on est fier, on est heureux, on est même gourmand, des gourmands, quoi. Voilà, quoi. Et puis pour celles et ceux qui hésiteraient encore à essayer XP et à bosser en binôme ou en mob, pour celles et ceux qui ne se sentiraient pas, hein, je reprendrai bien les mots de Ken Beck lorsqu'il parle de TCR, qui est alors c'est test and commit ou revert. C'est une forme de codé encore plus extrême que le TDD. Et cette TCR, c'était proposé par Edmund Strom. Donc c'est vraiment une forme extrême. C'est encore plus extrême parce qu'ici, on va coder. Et en fait, quand on exécute le test, si le test passe, on va committer le code. C'est-à-dire qu'on va le conserver. Et sinon, le code va s'effacer tout seul pour revenir à la dernière étape où les tests passaient. C'est un peu genre, essaye encore, hein, que semble nous dire un peu notre IDE et nos outils. Et en fait, après avoir découvert ce nouveau workflow pour coder, Ken Beck, il a déclaré un truc que j'aime bien, c'est j'ai détesté l'idée du TCR. Parce qu'en fait, il pouvait voir ça comme un concurrent du TDD, peut-être, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'il a fallu que j'essaye. J'ai vraiment détesté l'idée, et c'est pour ça que j'ai dû l'essayer. Et puis en l'essayant, il a vu que ça avait des vertus, c'était très intéressant, etc. Et on finira là-dessus pour Ken Beck. D'ailleurs, ce dernier s'est rendu compte récemment que tout ce qu'il avait proposé à la communauté des devs ces 30 dernières années, en fait, c'était piloté par un principe. Son principe à lui, s'en est rendu compte tard, c'est de faire en sorte que les geeks, comme lui et comme nous, se sentent plus en sécurité dans le monde, plus à l'aise, qu'on trouve plus notre place, qu'on soit plus fièrement, de manière paisible. XUnit, JUnit et compagnie, il l'a fait pour transformer ses et nos inquiétudes. Est-ce que mon code fonctionne, hein, en test, qui vont nous donner la confiance. C'est le premier truc. Deuxième truc, TDD, c'est diviser les problèmes qui nous accablent. On a un flux de code rassurant. Sur ce sujet, on a coécrit un article avec Bruno qui parle de ça. C'est le TDD comme rempart contre nos biais. Moi, j'y parle notamment de ma tendance à procrastiner, que j'ai enfin réussi à dompter avec le TDD. Je peux vous donner les liens après la presse si ça vous intéresse. Et enfin, TDD, pardon, pas TDD, j'en ai parlé, mais XP, son propre aveu, XP, c'est un rythme et une structure pour les interactions sociales efficaces et rassurantes. Donc voilà, interaction sociale efficace et rassurante qui aboutit à résoudre des problèmes qui impliquent souvent du code. Attention, dans XP, on parle de code aussi, etc. Mais voilà. Et enfin, son dernier modèle, je crois que c'est le modèle 3X, Explore, Expand et Extract. Ça, il a conçu ça pendant ou après son expérience chez Facebook. Pour lui, il s'agissait d'adapter le traitement, la posologie à l'environnement approprié. C'est-à-dire de ne pas faire trop de qualité lorsqu'on explore un sujet et qu'on ne sait pas trop où on va, mais pas non plus faire de la sous-qualité lorsqu'on va industrialiser ce qu'on a découvert.
lors d'un proto, et que là, on veut l'industrialiser. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pour la qualité, mais c'est pareil pour la rigueur, la créativité, la sécurité, enfin tout ces trucs-là. Donc il a vraiment compartimenté, un peu comme Kevin aussi de Dev Snowden. C'est la bonne approche, la bonne façon de travailler en fonction du contexte. Une sorte de traitement proportionné au contexte, quoi. Et en fait, bah, ce sont tous ces types de situations périlleuses, stressantes et tout, qu'Houellebecq a cherché à éviter pour lui et pour les autres toute sa vie, à travers ces petites marottes et ces petites obsessions qui nous ont bien rendus. Donc pour celles et ceux qui hésiteraient encore à essayer bosser en binôme, bah ouais, moi tiens, j'ai un problème avec mon slide, c'est pas le bon. Excusez-moi, je me suis trompé de sens avec ma flèche. Voilà, l'idée c'est de conclure. Si après m'avoir écouté ce soir, certaines et certains d'entre vous ont envie d'essayer la méthode, je serais vraiment très content. Et vous allez voir, vous allez kiffer, je pense. Pour les autres, je serais déjà content si ce moment passé ensemble vous avez peut-être donné envie de remettre en question certaines choses ou certains comportements que vous faites aujourd'hui, pour lesquels vous seriez peut-être plus capable de prendre du recul et être capable d'en expliquer les raisons, autrement que par l'habitude. Hein. Pensez-y peut-être avec certaines pull requests. Et même avec XP, j'ai envie de dire, il est important de ne pas tomber dans le cargo culte, comme on a tendance à le faire un peu trop facilement. Bah, nous, dans notre industrie, avec nos microservices, nos Kubernetes, nos PR et compagnie, etc. Voilà, c'est tout pour moi. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci de votre attention. Merci Fleur. C'est tout pour moi. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées là au fur et à mesure. Je vais commencer peut-être par les questions qui sont au-delà, qui sont surtout sur le pair programming. Que faire quand la programmation en binôme est mal accueillie par l'équipe, qu'elle est vécue comme une violence par certains? Alors, c'est effectivement c'est une des pratiques les plus compliquées à pratiquer, le pair programming. Il faut surtout pas l'imposer. Je pense qu'il faut préparer l'avènement, un peu comme quand tu vas faire de l'XP avant, tu prépares l'équipe psychologiquement à tout un tas de trucs. Il y a des associations, des binômes qui font des étincelles. Et donc, pour ça, il y a besoin d'avoir quelques techniques. Et donc, c'est intéressant d'emprunter à de la psychologie, par exemple. Moi, il y a un modèle que j'aime bien qui est ProcessCom et qui me permet de ne plus souffrir, ou en tout cas, quand je souffre, de m'en rendre compte plus tôt et d'avoir les bons outils, les bonnes façons pour interagir avec l'autre, qui va me taper sur le système, dans certains cas. Si c'est vraiment... ProcessCom, c'est un truc qui a été inventé par un mec qui travaille pour la NASA. C'est en gros pour arriver à faire communiquer, collaborer des gens qui ont des profils très très différents. Il disait, bah, s'ils sont dans les fusées, autant qu'ils sont tous très intelligents et très intelligentes, mais sous pression, etc., ils vont peut-être se taper dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en gros, leur permettre de gérer du conflit, de gérer des tensions, etc. Donc, en fait, c'est un modèle qui permet de dire qu'on est toutes et tous, dans ce modèle-là, un immeuble de 6 étages. Et il y a 6 caractéristiques dans un ordre particulier, etc. Et chaque étage correspond à une façon de communiquer, une façon de ressentir le stress, une façon de communiquer son stress. Et donc, en fait, avec cet outil-là, moi, j'arrive maintenant à pas supporter des situations pénibles trop longtemps. Donc, je dirais, renseignez-vous sur certains trucs de psychologie, etc. C'est important d'apprendre à se connaître mieux soi, comment on réagit, qu'est-ce qui nous fait stresser et comment on peut se protéger dans ce cas-là. L'idée, c'est d'arriver à exprimer à l'autre. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens font comme des cocottes minutes. Ils ne savent pas dire à quel point ils sont agacés par le... Ça peut être vraiment juste le ton de la voix. Hein. Parfois, c'est juste le ton de la voix de l'autre qui peut vraiment faire dérailler tout le truc. Donc voilà, investir dans la psychologie. Avec Bruno, on a fait un talk qu'on voulait un peu humoristique qui parle de ça. On fait plusieurs scénettes de pair programming et on renvoie aussi à... Donc je pourrais te diffuser le lien si ça t'intéresse. Si ça intéresse des gens, il y a un bouquin qui a été écrit, j'ai oublié, c'est une femme qui faisait de la recherche à l'époque, qui est vraiment très très bien. Pareil, je vous enverrai le lien. C'est un bouquin qui est pas... Enfin, peut-être qu'il était connu à l'époque, mais qui, à mon avis, qui est méconnu et qui est vraiment très intéressant. Avec plein de storytelling, plein d'histoires et tout. Ça peut donner des pistes, des solutions, des techniques.
Le premier truc, peut-être, c'est déjà de sécuriser l'espace de travail. Il y a 80% peut-être des situations de performance stressantes qui sont le fait de quelqu'un qui n'arrive pas bien à voir, qui est mal assis, bon, alors, c'est plus le cas maintenant parce qu'on est tous en mode Covid, mais il y a peut-être d'autres challenges, effectivement. Depuis que j'en fais en ligne, en online, plus attentif, on est obligé de faire plus attention encore à comment on s'exprime et qui parle et qui a envie de s'exprimer, qui a du mal à s'exprimer. C'est plus dur encore, j'ai envie de dire, quand on est que quand on est à côté, quoi, côte à côte. Il y a plein de non-verbal qu'on peut voir. Moi, je suis assez empathique. Je suis un peu comme un buvard. Je vois assez vite quand il y a quelqu'un qui s'agace, qui machin, même quand c'est juste. Donc moi, ça me donne des indications pour ajuster ma communication et tout. Online, c'est possible, mais il faut voir le ton de la voix et si possible de voir la tête des gens. Je ne sais pas si vous arrivez à le faire, mais la plupart des gens en ce moment, je trouve qu'ils ne mettent pas beaucoup la vidéo, quoi. Donc c'est pareil. Je pense qu'on passe à côté de certains signaux. Je pense qu'une équipe XP, à mon avis, on met la vidéo, quoi, quand on est en ligne et qu'on perd ou qu'on mob. En tout cas, moi, ça serait ma suggestion. Pour plus d'empathie et voir un peu comment les autres réagissent. Ok, merci. Pour rester sur le pair, il y avait deux autres questions. Comment choisir son binôme pour être efficace et est-ce qu'on peut changer de binôme à chaque tâche? Alors, oui, on peut changer de binôme à chaque tâche. On peut. En général, quand les paires fonctionnent bien, elles aiment bien rester ensemble. Et souvent, c'est des affinités entre personnes. Comme je te disais, on n'est pas tous câblés pareil. Donc, il y a des vraiment. Je sais que moi, il y a des gens. Il y a quelques années, j'étais sur un projet. Et en fait, je binômais avec un type. euh, et en fait, avec lui, on paierait toute la journée, vraiment, de 9h du matin à 9h30, avec les stand-up, les cafés, les machins, et jusqu'à 18h, 18h30 parfois. On paierait toute la journée tout ensemble, et en fait, on était passionnés par ce qu'on faisait. C'était une discussion, une interaction, et donc on ne voyait pas le temps passer. Et nous, ça nous réénergisait. Alors que je faisais 35 minutes de paire avec une autre personne dans l'équipe, moi, ça m'épuisait. Et donc, bon, avec les techniques dont j'ai parlé, de communication non violente, de process com et tout, on peut arriver à se protéger et à garder un peu son énergie, à se redonner un peu d'énergie, mais il faut faire plus de pauses. Il ne faut surtout pas que ça soit une zone de souffrance. Si c'est une zone de souffrance, il faut en parler, il faut essayer d'en parler avec les autres. Et c'est ça qui est difficile, parce que ça nécessite de la maturité. Et si on manque de cette maturité, il faut que les autres dans l'équipe viennent te chercher. Toi qui manques de maturité, qui n'arrive pas à l'exprimer, il faut qu'on vienne te chercher, alors pas forcément devant tout le monde, hein. Ça va se faire autour d'un café, autour d'une petite discussion en seul à seul. Mais voilà, l'équipe, elle est là, elle doit embarquer tout le monde, y compris celles et ceux qui ont plus de difficultés que d'autres. Mais sur les assemblages en binôme, en général, ça se fait à l'envie, hein. Au daily, je fais ça, je vais bosser sur cette tâche, qui ça intéresse, et puis voilà, quoi. Et ça peut rechanger en cours de journée, ou plusieurs fois même. Mais après, quand on est joueur, en fait, c'est vraiment, ça peut être assez ludique un XP. Donc après, il y a des moments, les équipes, quand elles carburent vraiment bien, après on se rajoute des challenges, on se rajoute des trucs, genre on change toutes les 20 minutes, ou enfin, c'est une connerie, mais voilà, de faire des expériences, de voir du feedback, c'est débile, on arrête. Ah, c'est intéressant, on a peut-être un truc à creuser. C'est ça aussi une des caractéristiques des équipes XP, un peu de maturité. Elles sont joueuses aussi. Question d'Olivier, c'est quoi ton premier petit pas quand tu veux commencer de l'XP dans une équipe? Alors, moi j'ai eu la chance de commencer direct dans le grand bain, c'est-à-dire que à l'époque c'était Bruno, encore Bruno Boucard, qui avait réussi à convaincre toute la hiérarchie de la grosse banque pour laquelle on bossait, qu'on allait faire ce projet-là en XP. Moi je suis débarqué le premier jour, enfin j'ai même débarqué après qu'eux ils étaient formés à la pratique, à la méthode. Moi je suis arrivé après, je connaissais déjà XP parce que j'avais lu le bouquin, mais du coup je me suis bien intégré au truc. Et donc moi j'ai commencé avec toutes les pratiques d'un coup. Parce que c'était l'objectif, en fait. On y va à fond, à fond. L'idée, c'était de tester la méthode dans cette structure-là, avec les gens du projet, pour voir ce que ça a dans le ventre. Donc, autant aller à fond, et puis voilà, quoi. Donc, ça s'est bien passé relativement, parce qu'on était quand même tous seniors. Enfin, on était tous, tu vois, moi, j'avais déjà 10 ans, 8 ans, je sais pas, 6 ou 8 ans d'expérience, je sais plus.
Et bon, bah, Bruno en avait plus. Et donc, voilà, les autres, Thierry et compagnie, ils avaient pareil. Donc, on n'a jamais su vraiment si ça s'était super bien passé, parce qu'on était tous avec une certaine maturité. Et du coup, bah, bon, voilà. Pour commencer, moi, je dirais expérimenter, mais avec, si possible, essayer d'y aller sur plein de pratiques, en fait. Parce qu'en fait, c'est le truc, c'est peut-être là où peut-être qu'on dira que c'est pas une bonne. Il faut y aller progressivement. Enfin, je suis pas coach. Donc, du coup, je ne pratique que ce que je fais au quotidien avec les gens avec qui je bosse, ponctuellement, sur différents contrats. Donc, quand je dis je suis grand frère, en fait, je fais un peu de coaching, mais je suis pas, je fais partie intégrante du projet, je code, etc. Je pousse du code en prod. Et donc, j'ai pas autant d'expérience que certains coachs qui, eux, ont vu des situations se répéter dans plein de contextes différents. Moi, je ne connais que mes projets sur lesquels j'ai bossé pour mes clients ou dans mes boîtes, etc. Donc, finalement, j'en ai fait des projets en plus de 20 ans, mais peut-être pas autant. Je n'ai pas vu autant de contexte que ça que certains coachs. Donc, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être que d'autres gens auront vu plus et diront, bah non, il faut y aller progressivement et tout. Mais moi, je te dis, tout se répond les valeurs se répondent, les pratiques se répondent. Donc, moi, je dirais, essayez d'y aller à fond et de vous faire plaisir. Et voilà, en se disant, on va essayer. Voilà, on peut échouer, on peut ne pas réussir la première fois, c'est comme ça qu'on apprend en général. Donc peut-être essayer à fond sur un projet qui est moins critique. Voilà, plus que de choisir les nombres de méthodes, peut-être choisir un projet moins. Si on se loupe, c'est pas si grave que ça, quoi. Si c'est possible. Ok, merci. On a pas mal de questions, hein. Regarde au fur et à mesure. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent intervenir à un moment donné, vous pouvez aussi lever la main, hein, si vous voulez poser vos questions. Il y a Sébastien là, qui a un cas pratique en fait où il se pose la question de quelle approche XP adopter dans sa situation. Ils ont un legacy avec une grosse dette technique abandonnée par la précédente équipe qui interdit tout collective ownership de code par l'équipe. Refondre la legacy n'est jamais une priorité business. Voilà, et donc ils se demandent quelle approche XP ils pourraient adopter dans cette situation-là. Plus qu'une approche XP, moi j'ai envie de dire qu'il faut sécuriser auprès du business, auprès des sponsors. Il faut trouver un sponsor. En gros, faut faire une sorte de business case. Faut arriver à faire comprendre au métier qu'on doit investir dans ce truc-là. Soit on n'a pas besoin, et ok, ça fait souffrir un peu les devs, mais ça passe. C'est un truc qui est un peu bof, ça apporte pas beaucoup de valeur à la boîte, et puis ça coûterait tellement cher de l'améliorer, etc. Enfin, c'est à nous aussi. Parfois, en fait, quand on fait du refactoring, XP, on fait tout le temps du refactoring. C'est une respiration dans nos journées, dans nos semaines. Il y a toujours des moments dans la journée où c'est le principe Boy Scout, hein, on tombe sur du code. Quand bien même, c'est pas notre code, hein, c'est un truc qu'on récupère. On essaie d'améliorer à chaque fois. Par exemple, cet après-midi, moi, j'ai corrigé un bug avec quelqu'un de l'équipe. On a profité pour refactorer toute la partie du code qui était associée à ce bug, quoi. Tout ce qu'on a pu faire pour le rendre plus lisible, plus digeste, tout ce qui nous embêtait. Et en fait, pour moi, donc, ça, c'est concret. On est sur un projet, on améliore un truc. Si on veut aller vendre la démarche XP, il va falloir aller trouver de l'intérêt auprès d'un sponsor. Parce que sinon, en fait, on est mort, hein. La première difficulté, les gens qui nous payent vont nous dire mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous travaillez comme ça et machin. Donc, faut pas le faire en loose day, il faut aller trouver du sponsor. Et pour moi, trouver du sponsor, c'est à chaque fois, peut-être que j'ai des formations parce que j'ai bossé dans une grande banque, mais il faut monter un business case. Faut essayer de montrer ce que ça nous coûte aujourd'hui, ce que ça pourrait nous coûter parce que la situation est risquée. Aujourd'hui, on ne maîtrise plus le code. Et donc, il suffit qu'il y ait ça et voilà combien ça nous coûte par jour, par minute, par machin, de ne pas maîtriser. Combien ça nous coûte en time to market. Et donc, en fait, c'est arriver à trouver un sponsor ou une sponsor pour dire, voilà, on a besoin de ton support, de ton appui pour consolider cette partie-là. Et donc, en fait, c'est de piloter toute toute l'initiative du refactoring autour de la valeur métier. Valeur, risque, coût. Il faut trouver un truc. Et c'est ça qu'il faut. Et ça va être ça l'angle pour moi du refactoring. C'est pas je prends le code, allez, premier fichier, je refactor, deuxième fichier, je refactor. Non, on prend des use cases qui nous font souffrir et on les améliore petit à petit. Là où il y a le plus de passages dans le code, là où il y a... J'en sais rien. J'espère que ça répond. Enfin, j'espère que ça donne des petites indications, Sébastien.
On peut en parler plus tard à l'occasion, si tu veux, Sébastien, en privé. Peut-être que j'ai pas compris ton truc. Du coup, si jamais à un moment donné ça répond pas ou vous voulez réagir en direct, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, on vous donnera la parole. Sébastien dit merci. Je vais rejoindre deux questions là euh, de Daniel et Dan sur l'adoption d'XP. Donc, Daniel qui demande, bah, ça existe depuis 20 ans, pourquoi pas plus de succès? Et Dan qui demande, est-ce qu'il y a des entreprises connues qui utilisent XP ou est-ce que c'est surtout utilisé dans des petites structures? Alors, la deuxième question, je ne saurais pas y répondre, parce que je n'ai pas une vision suffisamment vaste. Je pense que c'est quand même assez. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Je sais qu'il y avait Arpinum, maintenant ils sont chez LGO à Bordeaux. Je sais qu'eux, c'est des équipes de pratiquantes et pratiquants XP. Donc, eux, je sais qu'ils en font. En tout cas, ils en faisaient. Donc, il y a quelques personnes comme ça, il y a quelques passionnés qui en font. Donc là, il y en a. Sur pourquoi ça ne s'est pas propagé plus, alors déjà le nom, Extreme Programming, à l'époque, ça faisait peur. Là, on en a peut-être entendu suffisamment parler, donc ça nous fait moins peur. Mais à l'époque, les managers, quand on parlait d'extreme programming, je sais que Bruno, quand il a vendu la démarche dans cette banque-là, ouais, écoutez, on va faire de l'extreme programming. Voilà, c'est quoi ça? Un truc à risque? Donc il y a ce truc-là. Après, il y a le fait que les entreprises, elles ont besoin de se rassurer. Donc la version Scrum avec, tu vois, tu peux devenir un master en 3 jours. Ça, c'est imbattable, quoi. Ou comme Safe, là, tout le délire Safe aujourd'hui, pour l'agilité à l'échelle, ce genre de bullshit là avec les synchronisations de release train et compagnie, bah, ça rassure les gens qui veulent pas changer. Donc c'est pour ça que ça a vachement bien marché. XP, en fait, Ken Beck, il a jamais vraiment voulu la vendre. Il a jamais voulu faire de l'argent avec. Je te dis, son obsession, c'est alléger le fardeau, le poids, la souffrance des devs dans ce monde où on était. Ça va un peu mieux. Là, les devs, ils sont un peu plus sexy en ce moment, parce que le logiciel a mangé le monde et tout, mais il faut se remettre il y a 20 ans, les devs, c'était des. C'est comme dans The IT Crowd, quoi, tu vois, on était, et encore c'est le cas d'ailleurs dans certaines boîtes, les devs étaient au sous-sol, quoi. Et encore, parfois, tu as des gens du métier qui disent ah, j'ai pas trop envie de parler aux devs, quoi. Je vais rien comprendre. Il y a vraiment un fossé. Donc là, Ken Beck, son obsession, c'était de faire baisser le niveau de souffrance. Donc il n'avait pas envie de prendre son bâton de pèlerin et puis de vendre des alliances et des certificats et des brevets de maître. Donc c'est pour ça, à mon avis, que ça ne s'est pas propagé dans le monde de l'entreprise. C'est essentiellement des passionnés, je pense, qui font de l'XP aujourd'hui. Et tu vois, même moi, là, moi j'ai pratiqué l'XP à plusieurs reprises sur plusieurs projets, avec plaisir à chaque fois et avec un certain succès. Et là où je suis, c'est génial, il y a un super contexte métier, c'est super, sur le volet DDD, c'est cool et tout. Mais je sais qu'il y a une ou deux personnes dans le dispositif qui ne sont pas à l'aise avec déjà le pair programming. Et donc, j'attends mon heure, j'attends le bon moment où on pourra. Donc là, on muscle un peu le jeu d'équipe petit à petit. Ça se passe bien, mais j'aimerais bien en faire plus vite que ça avance aujourd'hui. Mais après, tu sais, il y a le Covid, il y a le machin. Enfin, c'est des périodes qui sont quand même angoissantes pour tout le monde ici. Donc, se lancer dans un truc très nouveau, en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, il y a Sarah qui demande des arguments, des méthodes pour convaincre le management de se lancer dans ce genre de pratique. Euh, Ça va dépendre. En fait, ça va dépendre. Moi, un des axes, c'est, par exemple, dans une entreprise où le mode héroïque est un peu en place, hein, où il y a une sorte d'individualisme et prime à l'individualisme, tu peux faire peur au métier ou à l'IT en leur disant, bah, on a un bus facteur de 1, par exemple, si le tech lead part sous un bus ou en vacances ou il va faire autre chose, vu qu'il faisait beaucoup, beaucoup de choses, les autres, ils sont un peu comme perdus, quoi. Donc, moi, je pense qu'il est important de muscler un peu collectivement. Il est important qu'on se muscle un peu plus collectivement. Et donc là où je suis, on a fait un peu de mob programming sur certains sujets, etc. Donc l'idée, c'est peut-être donner un avant-goût de ce que ça peut donner. Donc c'est en termes de transfert de connaissances, en termes de bus factor, de dire, voilà, collectivement, on va devenir plus costaud, plus performant, plus...
c'est peut-être comme ça, mais en fait, il faut toujours trouver un sponsor. Il faut aller voir ce sponsor. Il faut essayer de comprendre quel est son problème à lui. Il faut essayer de le sensibiliser à des problèmes qu'il ne voit pas, qui sont cachés par ça c'est dans les grandes boîtes, hein, qui sont cachés par des strates de middle management qui remontent que des KPI où tout va bien. Donc pour moi, c'est d'abord arriver à trouver un sponsor et sécuriser la relation avec le sponsor. Parce que sinon, à la moindre difficulté, tu arriveras à le vendre. Si tu parles bien, avec machin, tu arriveras éventuellement à vendre un essai. Mais ce truc-là, à la moindre difficulté, ça peut. Tous les gens qui vont te voir comme un concurrent, qui vont trouver que c'est n'importe quoi ce qu'ils font, ils se mettent à plusieurs derrière un écran, etc., ils vont te planter des couteaux dans le dos à la moindre difficulté. Pour dire, voyez, ce que je vous avais dit, c'est mieux, allez, on reste comme avant. On fait comme avant. C'était mieux avant. Tu vois, donc, et c'est vrai pour tous les changements, mais bon, particulièrement pour un mode XP. En fait, il ne faut pas y aller si tu n'as pas l'envie de tes partenaires. Voilà, je pense que pour moi, c'est l'équipe déjà qui va. L'état d'esprit de l'équipe. Hein. Si tu as une équipe qui a envie, là, tu peux y aller. Voilà, c'est peut-être ça. Désolé, j'ai mis un peu de temps avant d'accoucher de mon truc, mais c'est l'équipe qui sera pour moi. Parce que même en plus dans certaines conditions, si l'équipe a envie, etc., tu n'es pas obligé. Moi, je ne demande pas l'autorisation au métier de faire du TDD, par exemple. Je ne demande pas l'autorisation. Tu vois, il y a des trucs. C'est nous qui sommes maîtres de nos outils et de notre façon de travailler. Et donc, en gros, il y a même certains contextes où ça vaut le coup de ne pas dire ce que tu fais et de le faire. Mais ça, tu peux le faire que si l'équipe est soudée et qu'elle est cohérente et qu'elle a envie de le faire. Dans ces quelques rares cas, vaut mieux quand même en parler, hein, mais parfois, j'ai vu des miracles où tu demandes l'autorisation, tu ne l'as pas, tu le fais, tout le monde se satisfait. On a dit, putain, c'est mortel ce que vous avez fait, ça, comment vous avez fait? Ben voilà, on a fait ça. On a travaillé différemment. On a travaillé en binôme, etc. Et là, après, tu peux arriver à changer certains blocages. Ok, je vais proposer une dernière question et puis après, on va peut-être s'arrêter là. Il y en a encore d'autres, mais la soirée commence à être bien avancée. Et donc, du coup, je propose qu'on en prenne juste une dernière. Euh, Comment XP permet l'initiative personnelle au risque d'aller à l'encontre de ce qui a été initialement planifié avec l'équipe, avec le poids de la pression du groupe? Alors, initiative personnelle. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en gros, dans XP, il y a un concept qui s'appelle les spikes, les explorations. Et donc, sur certains sujets, il n'est pas rare que ça soit un des cas où on ne part pas en binôme ou en mob. Dans certains cas, il y a certaines explorations, tu vois, c'est en mode, on va vraiment prototyper, on va regarder, on va explorer un sujet. À la fin, on va jeter ce qu'on a fait, en général, mais on aura pratiqué un peu un truc pour découvrir, pour explorer. Ce truc-là, on peut le faire, parfois on peut le faire seul, surtout si on ne croit pas trop au truc, etc. Donc là, parfois l'équipe peut dire, ok, bah, tu tiens vraiment à faire ce truc, vas-y, fais-le. Et tu reviens nous voir d'ici quelques jours quand tu auras trouvé, ok, on prend le point et on fait le dos rond. L'équipe va faire en sorte que toi, tu vas continuer à faire cette exploration pendant quelques jours et puis ça va peut-être nous apprendre. Parfois, on peut le faire à plusieurs, hein, mais voilà, ça c'est un des cas où on va le faire de manière individuelle. Voilà. Sinon, je vois pas trop de. Vraiment, pour moi, l'XP, c'est vraiment l'équipe, quoi. C'est vraiment l'équipe. Et la plupart des équipes XP que je connais, elles font même souvent du mob. Hein. C'est-à-dire que tu peux faire plusieurs paires à côté, etc., sur plein de sujets. Donc, tu peux avancer sur certains sujets en parallèle. Mais en mode mob, là, tu es vraiment toute l'équipe qui est cadencée sur le même truc. Et donc, et en fait, ça serait un autre sujet. Et puis, il y a d'autres gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais c'est très surprenant l'efficacité. C'est du flux, quoi. C'est vraiment très, très impressionnant. En fait, quand on travaille tous ensemble sur un sujet, parfois on le plie, mais en très peu de temps. Par contre, on n'est pas habitué, nous, devs. C'est pour ça que j'ai parlé de révolution comportementale et sociale. C'est épuisant hein, de travailler à plusieurs. Donc, ça veut dire faire des compromis, ça veut dire écouter les autres au lieu d'écouter sa musique, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire faire plus d'efforts quand on s'exprime pour exprimer son besoin. Un truc, par exemple, de quand tu perds programming ou quand tu perds ou quand tu mobs,
Moi, ce que j'aime bien, c'est un nom hein, pour ça, je ne sais plus comment ça s'appelle cette technique de pair, mais celui qui a un clavier, c'est pas lui qui. Enfin, si tu as une idée et que tu as envie de suggérer une direction, tu prends pas le clavier. Et même, tu vois, si tu as un clavier et que tu dis, ah tiens, il faut faire ça, en général, tu lâches le clavier, tu donnes le clavier à l'autre personne et tu vas conduire, tu vas naviguer. euh, et tu vas donner les idées. Donc celui qui a l'idée, c'est pas celui qui a le clavier en gros. Et ça te pousse, ça te force à exprimer le plus clairement possible, parce que sinon l'autre, il ne sait pas ce qu'il faut faire, l'autre personne. Et donc, c'est déjà un premier pas pour améliorer la communication. Mais tout ça, c'est quand même c'est épuisant. Donc, si on n'a pas envie de le faire tous ensemble et qu'on n'essaie pas de le faire ensemble avec bienveillance, en essayant de se rattraper les uns les autres quand c'est difficile pour l'un et tout, vaut mieux pas le faire. C'est là où vraiment le rôle de l'équipe est clé pour moi. Il faut des gens qui ont envie de le faire. Super. Et alors, j'ai menti, je vais rajouter une question, mais qui vient de moi, là, du coup. Et j'en profite ce que j'ai vu passer aussi dans la conversation, parce que tu parles beaucoup de dev. Et est-ce que ça t'est arrivé, et du coup, comment tu inclus des testeurs ou des UX ou des ops, parce que quand tu parles de dev, du coup, dans le mode programming, par exemple ou dans... Ouais, alors je suis désolé, j'ai eu un gros biais pendant toute la presse, j'ai beaucoup parlé de dev. Une équipe XP, c'est whole team, hein. Donc c'est à la fois le client, tu as des notions de tracker, de coach, de machin, enfin tu as différents profils en fait, des testeurs, testeuses et testeurs. Donc l'idée c'est vraiment dans l'équipe, quand je parle d'équipe, c'est pas que les devs, hein. C'est l'équipe au sens large. Désolé, c'est vrai que là mon talk laissait un peu présager autre chose. Donc oui, alors moi j'ai déjà travaillé avec des QA qui n'étaient pas malheureusement dans l'équipe à proprement parler, parce que la ressource, ces ressources-là, ces personnes-là étaient sur plusieurs projets en même temps. Donc on avait une partie des personnes qui faisaient du QA. Et moi j'aime bien parce que même si on fait du TDD, souvent, hein, nous devs, on adore les happy pass. On a un biais pour les scénarios faciles et tout. Les QA, les testeuses, les testeurs, ils ont quand même une façon de vouloir niquer le système, de vouloir trouver la faille, etc., qu'on a rarement. On peut essayer de mettre une casquette de QA de temps en temps et s'amuser et jouer un peu à ça. Donc, c'est quand même très, très utile. Et donc, faire souvent du mob hein, à plusieurs avec un QA ou parfois du pair avec une personne qui fait la QA, ça peut être utile. Et les tests automatisés qu'on fait avec l'équipe, parfois, il y a des QA qui font aussi des tests automatisés d'un autre genre. Mais pour moi, les QA, ils ont plus une activité d'exploration, tu vois, des tests exploratoires, des trucs vraiment dans tous les sens, etc. Certains QA ont plus la fibre pour automatiser. Donc, ça fait partie de l'équipe. J'ai pas pour moi, il n'y a pas une situation canonique, universelle ou souhaitable. C'est de la collaboration. Donc, idéalement, on fait partie de l'équipe. Et s'ils font partie de l'équipe, travailler le plus étroitement quand même avec eux. Ça, c'est pour le QA. Tu me parlais sinon de quoi de UX, par exemple, aussi. UX, pareil. Moi, je rêve d'un monde où je pourrais travailler avec des UX, parce qu'en général, ça coûte trop cher. Donc, sauf sur allez, on va dire en plus de 21 ans, il y a 2 projets où j'ai pu travailler avec des UX. Et quand je vois la différence, c'est juste, c'est dommage pour les autres, hein, mais donc oui, UX normalement. Ce que j'observe moi de plus en plus, c'est que les UX souvent c'est des cabinets extérieurs. Et donc il y a une phase de le métier qui parle aux UX, qui leur demande des maquettes, et puis après on balance les maquettes à l'équipe de dev qui doit se démerder pour faire de l'intégration et du machin. C'est pas terrible. Moi j'aimerais bien pouvoir avoir plus de collaboration parce que je pense que tout le monde a des choses à apprendre, hein, c'est ce que disait Ken Beck aussi. Les UX qui font pas du tout de dev, bah, ils ont peut-être certaines contraintes ou certaines opportunités qui seraient intéressantes qu'ils découvrent par notre bord, par notre biais. Et inversement, nous, on a des sérieux progrès à faire en UX. Donc, plus on sera confronté et amené à parler à ces personnes-là, et voilà, collectivement, on va progresser, quoi. Donc oui, XP, c'est vraiment c'est des équipes polyvalentes, voilà, des équipes polyvalentes. Super, merci beaucoup. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là, si ça te va. Très bien. Euh, pour les participants qui sont encore là, si vous ne l'avez pas fait, je serais hyper contente si vous pouvez nous laisser un feedback aussi sur le draft.io. Je vous remets le lien. C'est une habitude du Meetup d'avoir toujours un feedback wall, donc on essaye de le garder aussi en ligne.
Merci encore Thomas et merci à tout le monde d'être venu et d'avoir écouté ce talk et à bientôt j'espère. Merci à toi. À Et bientôt. portez-vous bien. Ciao.